Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Patrick pour l'introduction. Il me fait vraiment plaisir d'être ici parmi vous pour représenter l'OBVIA, donc l'Observatoire international sur les enjeux sociétaux des technologies numériques et de l'IA. Et l'OBVIA a le plaisir de vous accueillir à cette rencontre qui nous permettra d'aborder les impacts de l'IA sur la démocratie et les élections. Donc, j'aimerais saluer la belle collaboration entre notre équipe à l'OBVIA et la chaire de recherche de professeur Turmel, démocratie et éthique publique, pour l'organisation de cette table ronde. Et je souhaite également souhaiter la bienvenue à notre invité d'honneur, Monsieur Jean-François Blanchette, qui est le directeur des élections du Québec et qui a gentiment accepté de nous accompagner et de nous partager son expérience et les perspectives d'élections au Québec quant aux défis et aux opportunités de l'IA pour les processus électoraux. La discussion d'aujourd'hui sera d'une grande importance pour mieux comprendre ce qui pourrait survenir si l'IA prend de plus en plus de place. Donc, on peut déjà être confronté à différentes manifestations de l'IA par rapport aux processus électoraux et ce qui nous rappelle sans cesse que nous avons le devoir de prendre soin de la santé de notre démocratie et de faire attention aux potentiels bouleversements que pourrait entraîner l'IA. Donc, je suis ravie de vous voir quand même présent en grand nombre malgré la mauvaise température à l'extérieur et vous joindre à cette table ronde qui sera vraiment des plus intéressantes. Et à l'OBVIA, nous croyons fermement que les sciences humaines et sociales peuvent contribuer aux enjeux de société quant aux impacts de l'IA sur la société, la démocratie. Et nous sommes convaincus que les invités qui sont avec nous, qui représentent différents horizons, la science politique, la philosophie, le journalisme, pourront vous partager des perspectives diversifiées et qui nourriront notre réflexion collective autour de la vie démocratique à l'ère de l'IA. Donc, sans plus tarder, j'invite M. Jean-François Blanchette, qui est le directeur général des élections, à venir vous présenter son allocution. Merci. J'inviterai aussi mes copanélistes à venir s'installer pour la discussion qui suivra. Je vous les présenterai plus tard. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas écrit ça à l'aide de l'IA, donc c'est original. Je remercie l'OBVIA et la chaire de recherche sur la démocratie et l'éthique publique pour leur invitation à cette table ronde sur les enjeux de l'IA et des nouvelles technologies pour la santé démocratique et les processus électoraux. Mon intervention se concentrera davantage sur les élections, le domaine d'expertise de l'institution que je dirige, mais des liens sont à faire avec l'état de notre démocratie en général. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets une brève présentation. Il y a maintenant près de 3 ans, l'Assemblée nationale me faisait l'honneur de me nommer directeur général des élections du Québec et président de la Commission de la représentation électorale. Relevant directement de l'Assemblée nationale, je dispose d'une autonomie administrative et financière pour exercer ces fonctions, ce qui garantit l'indépendance et la neutralité politique de l'institution que je dirige. Mes équipes et moi avons la responsabilité d'assurer la tenue des élections provinciales québécoises et la gestion de la liste électorale permanente, de soutenir les municipalités, dont c'était justement le jour d'élection hier dans 879 municipalités, et les commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections, d'autoriser les partis politiques et les candidats aux élections, de veiller au respect en matière de financement politique et des dépenses électorales, d'exercer des pouvoirs d'enquête et de poursuite pénale aux infractions et aux lois électorales et d'informer le public relativement à la loi électorale. À titre de président de la Commission de la représentation électorale, j'ai également la responsabilité, en collaboration avec 2 autres commissaires, d'établir la délimitation des circonscriptions en assurant une représentation juste et équitable des électrices et des électeurs. Finalement, Élections Québec a la responsabilité de contribuer à l'amélioration des processus électoraux, notamment par l'entremise
de recherche et de consultation et en formulant des recommandations à l'intention du législateur. À cet égard, les médias nous relatent régulièrement les effets négatifs de l'intelligence artificielle dans le cadre des campagnes électorales menées ailleurs dans le monde. Mais on oublie trop souvent que dans cette nécessaire modernisation de notre système électoral, le développement rapide et l'accessibilité grandissante de l'intelligence artificielle générative créent également des occasions d'améliorer l'efficacité du travail des administrations électorales et de faciliter certaines tâches des équipes à l'intérieur de nos institutions. Les utilisations potentielles sont nombreuses, notamment en ce qui a trait à l'inscription des électeurs, à la détection d'irrégularités ou aux communications avec les électeurs. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Nous allons devoir composer de façon vigilante, évidemment, avec l'intelligence artificielle, comme nous avons dû, à travers l'histoire, composer avec des phénomènes nouveaux, tels l'avènement de l'informatique dans les années 80, d'Internet dans les années 2000 et des médias sociaux par la suite. Il vaut mieux tirer avantage de ces outils et nous en servir pour régler des problèmes que nous rencontrons comme acteurs du monde démocratique. Ces opportunités et ces risques, nous les connaissons encore trop peu. J'ai de nombreuses discussions sur le sujet avec les directeurs généraux des élections du Canada. Tout le monde se questionne et cherche des réponses, pendant que l'implantation des outils d'intelligence artificielle s'accélère à un rythme effréné. C'est pourquoi j'ai mandaté mes équipes pour travailler sur 3 chantiers, afin que nous puissions éventuellement tirer parti de certaines fonctionnalités offertes par l'intelligence artificielle, tout en tenant compte des risques qui peuvent y être associés. Le premier chantier devait se baser sur l'utilisation éthique et responsable. À titre d'administration électorale, ce qui nous importe le plus, c'est que l'intelligence artificielle soit utilisée de façon éthique et responsable. C'est pourquoi, rapidement, nous avons voulu nous doter de principes internes pour guider nos réflexions sur cette technologie et les usages que nous pourrions en faire. Pour établir ces principes, nous sommes basés sur les valeurs et la mission de notre institution, de même que sur les principes de l'administration publique québécoise. Il en est ressorti les principes suivants: la transparence, l'explicabilité et la responsabilité qui caractériseront notre approche et notre utilisation de l'IA. La proportionnalité et la pertinence dans l'analyse de nos besoins et dans les choix que nous ferons quant à l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle pour y répondre. L'équité et l'inclusivité de sorte d'éviter la création de biais discriminatoires ou le renforcement de biais existants. La confidentialité et la sécurité des informations contenues dans les systèmes que nous mettrons en œuvre. Et enfin, la formation et la sensibilisation que nous ferons auprès de notre personnel, de même que l'adaptation de nos pratiques aux normes et développement technologique. Les droits et libertés des personnes devront toujours primer au regard de l'utilisation d'une telle technologie, et c'est dans cette optique que nous avons adopté les principes que je viens de vous énumérer. Le deuxième chantier devait identifier les opportunités d'utilisation. C'est un angle qui m'interpelle particulièrement puisque j'ai consacré une bonne partie de ma carrière aux technologies de l'information. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'intelligence artificielle pourrait nous offrir des possibilités d'améliorer certaines étapes du processus ou certains services aux électrices et aux électeurs. Pensons au développement d'algorithmes qui permettraient de vérifier la qualité de la liste électorale ou encore de détecter des irrégularités dans les résultats, par exemple un taux de participation anormalement élevé dans une section de vote. Nous pourrions aussi envisager d'utiliser l'intelligence artificielle pour adapter nos communications à certains publics et les rendre plus faciles à comprendre. Mais il y a encore des défis associés à ce genre d'application. La protection des renseignements personnels, les risques de biais discriminatoires, entre autres. Pour toutes ces raisons, nous explorons plutôt à court terme des opportunités de développement interne qui nous permettraient d'optimiser nos opérations ou de réduire certaines tâches répétitives.
Ces utilisations de l'intelligence artificielle n'auraient pas d'impact direct sur les électrices et les électeurs ou sur le processus, mais nous permettraient d'être plus efficaces dans notre travail. Le troisième chantier devrait répertorier les impacts potentiels de l'intelligence artificielle sur la campagne électorale et l'intégrité des élections. Les risques que nous avons identifiés se situent à deux niveaux principalement. Une première catégorie de risques concerne la sécurité de nos infrastructures et de nos données. En effet, l'intelligence artificielle utilisée à mauvais escient pourrait permettre d'accroître l'efficacité de certaines attaques. Le service visé pourrait ainsi devenir inaccessible aux électrices et aux électeurs. Ces risques ne sont pas exclusifs au domaine électoral. Les solutions qui s'offrent à nous sont donc similaires à celles que peuvent déployer d'autres organisations. La deuxième catégorie de risques, celle qui se rapporte plus directement à la santé de notre démocratie, concerne l'intégrité de l'information. C'est un enjeu dont on entend beaucoup parler et qui préoccupe avec raison. En effet, l'intelligence artificielle amplifie les risques de mésinformation et de désinformation déjà présents dans notre environnement. L'intelligence artificielle générative particulièrement permet la production de contenus synthétiques à partir de simples commandes exprimées par un utilisateur. Ces contenus peuvent être utilisés pour tromper les électeurs et les électrices, pour manipuler la perception de l'intégrité électorale, mais aussi à des fins partisanes. Elle permet également d'amplifier la circulation de ces contenus plus rapidement et à moindre coût au moyen d'outils tels que les bots ou les réseaux de zombies qui peuvent inonder les plateformes numériques de contenus trompeurs. L'intelligence artificielle peut aussi soutenir les techniques de micro-ciblage, lesquelles permettent de concevoir des contenus en fonction du profil des utilisateurs visés et d'ainsi d'augmenter leur capacité à influencer les perceptions de l'audience, voire à les manipuler. Outre ces utilisations qui supposent souvent une intention de nuire, nous demeurons attentifs à l'utilisation que pourraient faire les électrices et les électeurs ou d'autres acteurs du processus électoral, des agents conventionnels intelligents pour s'informer sur les élections. À l'heure actuelle, ces outils font encore l'objet de critiques pour leurs réponses inexactes, incomplètes ou biaisées. Face à ces risques, les stratégies que nous avons mises en place pour lutter contre la désinformation et la mésinformation demeurent pertinentes. Ainsi, nous avons revu certaines de nos façons de faire et adopté de nouvelles pratiques. Nous avons développé notre capacité d'analyse, de détection et de réaction aux informations fausses, trompeuses ou inexactes qui peuvent circuler à propos du processus électoral. Nous avons aussi adapté nos communications et nos initiatives en matière d'éducation à la démocratie pour sensibiliser la population au phénomène de la désinformation et contribuer à la rendre moins vulnérable à celui-ci, notamment quand il est question du processus électoral. Nous avons bonifié l'information sur notre site Web pour faciliter l'accès aux informations fiables. Enfin, de nouvelles sanctions visant la diffusion d'informations fausses ou l'usurpation d'identité ont été ajoutées à la loi électorale et elles seront en vigueur à partir du 1er juillet de l'année prochaine, donc à temps pour les élections générales de 2026. La protection du processus électoral ne peut être uniquement l'affaire d'Élections Québec, puisque nos responsabilités et nos capacités demeurent limitées. La collaboration avec d'autres acteurs gouvernementaux, des organisations de la société civile, incluant des spécialistes et des centres de recherche, mais aussi les plateformes numériques, les médias traditionnels, ainsi que les partis politiques, est essentielle. Comme acteurs démocratiques, l'intelligence artificielle nous lance de multiples défis. Pourrons-nous concilier les principes démocratiques à la base de notre système électoral, tels l'intégrité, l'équité, le libre exercice du vote, l'information juste et éclairée donnée aux électeurs, avec l'avènement de ces nouvelles technologies? Nous sommes tous appelés aujourd'hui à relever ce défi. Je vous remercie. Merci.
du micro. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Mais la visio, ils vont pas. Ah, la visio n'est pas contente. J'ai aucune idée comment faire ça. Comment l'allumer? T'as un petit bouton. Oui, mais ça serait indiqué si c'était sur YouTube. Ça y est. Ah, vas-y. Je pensais que c'était le... Voilà, je ne suis pas le meilleur avec la technologie. C'est simple, il y a un bouton. C'est pas très bon là, pour ma réputation. Écoutez, merci d'abord, grand merci à notre M. Blanchet pour cet exposé qui met la table pour la discussion à venir. Avant de la lancer, avant de présenter nos 3 intervenants, je voudrais vous dire quelques petits trucs. D'abord, ne partez pas trop vite à la fin de la discussion. Ce sera suivi d'une activité de réseautage. Donc, il y aura un cocktail servi. On ne voudrait pas gaspiller. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la discussion aura d'abord lieu entre les intervenants, mais on se gardera une dizaine de minutes à la fin pour des questions du public. Et enfin, troisième chose que je voulais vous dire, je le dis tout de suite parce que je m'en voudrais de l'oublier, je voudrais remercier Esther Poisson, qui est la véritable organisatrice de cette activité. Esther qui travaille pour l'Obvia et qui a vraiment mis sur pied là, cette activité. Merci beaucoup, Esther, d'avoir rendu ça possible. Maintenant, nos 3 invités pour cette table ronde. Je commence, donc on ira de droite à gauche, donc tout de suite, pour respecter l'ordre alphabétique, tout de suite à ma gauche. Donc, Mallory Flon est une spécialiste de la participation publique. Elle a organisé différents forums citoyens à l'occasion de grandes consultations au Québec, notamment les consultations autour de la commission Laurent. Elle est maintenant directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, qui est une organisation bien connue au Québec, hein, dont la mission est la promotion de la participation citoyenne. À sa gauche, Thierry Giasson, professeur au département de sciences politiques ici à l'Université Laval, spécialiste reconnu de communication politique. On l'entend d'ailleurs souvent dans les médias à ce sujet. Désolé. On a pu l'entendre hier soir, justement, à l'occasion des élections municipales. Il était l'un des commentateurs à la radio de Radio-Canada. Heureusement, les résultats sont arrivés rapidement. Thierry me rassure, il n'a pas eu à se coucher trop tard. Il est en forme pour nous aujourd'hui. Et enfin, tout à l'autre bout, Fanny Tan. Fanny Tan est journaliste, elle est chercheure en résidence et coordonnatrice à l'Observatoire des conflits multidimensionnels de la chaire Raoul Dandurand. On peut également l'entendre régulièrement à l'émission Moteur de recherche où elle est une collaboratrice. Alors, avant toute chose, j'aurais envie de vous demander de réagir, si vous avez une réaction, à l'exposé de M. Blanchet. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait réagir, sursauter, qui sait. Qui a envie de se lancer en premier, en réaction? J'avais aussi envie de vous inviter à parler des élections municipales, mais là, je me suis dit, ah là, on va ouvrir une boîte de Pandore qu'on n'arrivera jamais à refermer. Donc, avant de lancer la discussion, peut-être quelques réactions à l'intervention de M. Blanchet. Thierry. Oui, bonjour. D'abord, M. Blanchet, j'ai aimé votre lucidité par rapport aux enjeux qui nous occupent ce soir. J'ai apprécié le fait que vous nous rassuriez d'une certaine façon en nous disant que la loi électorale va être amendée au 1er juillet pour encadrer certaines qui sont liées à l'IA. Et je vous ai bien entendu dire quelque chose qui est très important, puis je pense que c'est parce que vous êtes un acteur central dans la question qui nous occupe, là. Vous êtes la personne qui est responsable de s'assurer fondamentaux qui doivent guider le processus électoral sont respectés par tous les acteurs qui y sont associés.
c'est beaucoup de responsabilités et vous nous l'avez bien indiqué et vos prédécesseurs l'ont aussi indiqué à plusieurs reprises. Votre organisation dispose de ressources limitées. Alors ça, je pense qu'il faut entendre ça quand le directeur général des élections du Québec vous le dit et quand vous allez avoir à observer ou à réfléchir à certaines des réalités dont on va vous parler ce soir, parce qu'on va aussi parler d'élections municipales, parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans les derniers mois, les dernières semaines. Donc, ressources limitées, et moi, ça m'interpelle. Et ça me dit que votre organisation, elle doit peut-être être mieux dotée. Elle doit peut-être bénéficier de plus de ressources pour s'assurer, dans un contexte qui est constamment en évolution, en particulier en transformation technologique, que vous ayez tous les moyens dont vous avez besoin pour faire en sorte que notre régime électoral, il est protégé. Donc, ma première réaction, c'est ça. Je pense qu'il doit être heureux de cette première réaction. Est-ce que quelqu'un d'autre veut? Évidemment, on va parler des risques éventuellement de l'IA pour la vie démocratique. On va parler des éventuels usages positifs, mais peut-être d'autres réactions à l'exposer comme tel. Bien, j'ajouterais à ce que vient de dire Thierry, oui, c'est certainement vrai que l'organisation éventuellement devrait être mieux dotée, mais la protection de nos systèmes d'information publique, ça va bien au-delà. Puis il va falloir, on va en parler là, de comment légiférer au Québec, mais on voit tout de suite qu'il va falloir créer des infractions criminelles éventuellement, et puis que tout ça dépasse bien sûr le mandat du directeur général des élections. Mais c'est vraiment tout ce qui est lié à l'écosystème de l'information et à son intégrité, je pense, dont on va parler aussi aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est un excellent point. Je pense qu'il faut aussi insister là-dessus. Un simple code éthique ne sera pas suffisant. Il faudra aller plus loin. Comment? On en parlera éventuellement. Fanny, est-ce que tu veux aussi intervenir? Oui, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Esther, de m'avoir cherché quand je t'ai perdue tantôt. T'es ma G, j'apprécie énormément. Et merci pour votre allocation aussi. C'était intéressant d'en savoir plus, notamment à propos de l'adoption de l'intelligence artificielle générative. Moi, c'est sûr que je suis journaliste techno, pas parce que je suis optimiste par rapport à la technologie, bien au contraire. Je pense que je suis toujours très suspicieuse quant à l'adoption de l'intelligence artificielle générative. Je pense qu'il y a énormément de sensibilisation qui reste à faire pour seulement comprendre comment ça fonctionne, les intelligences artificielles génératives. Par contre, je suis très contente d'entendre des notions de transparence et d'explicabilité. Moi, en tant que journaliste, quand je parle à des gens qui ont des systèmes d'intelligence artificielle et qu'on me sort tout le temps la réponse de « on ne peut pas t'expliquer le résultat de quelque chose parce que c'est dans la boîte noire », je suis contente d'entendre un engagement pour ces normes-là. Je pense qu'avec toute digitalisation ou numérisation vient des risques technologiques. Je suis contente aussi que vous en parliez, notamment quant à la sécurité et l'intégrité des données des électeurs et du processus de vote aussi. Donc, je pense que oui, évidemment, on doit s'adapter aux avancées technologiques et je suis contente, j'espère en fait qu'on va vraiment arriver à le faire de manière responsable pour de vrai. Donc, c'est mon commentaire. Ben, Fanny, je te garde avec moi, je l'ai dit, donc tu es journaliste, tu couvres les enjeux sociaux des nouvelles technologies, mais peut-être qu'on peut te demander là, de nous en dire un peu plus sur ce que tu perçois comme étant les principaux risques associés à l'usage de l'IA. Puis ce sera, je pense que ça doit être le point de départ de notre discussion. J'espère que les autres interviendront aussi là-dessus, mais peut-être nous en dire davantage là-dessus. Oui, absolument. Écoutez, ça fait longtemps là, que je suis ça fait longtemps, ça fait 3 ans que je suis à la chaire Raoul Dandurand. À la chaire Raoul Dandurand, on s'intéresse à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. On s'intéresse beaucoup aux risques liés à la technologie, aux cyberattaques en particulier, mais aussi de plus en plus, évidemment, aux cyberattaques qui sont augmentées par l'intelligence artificielle, entre autres dans le processus électoral. C'est sûr qu'il y a énormément de choses qui se passent autour du monde. Je pourrais sortir des exemples d'utilisation malveillante d'intelligence artificielle ailleurs
dans le monde par la Russie ou la Turquie ou les Philippines, mais je vais me concentrer un peu plus sur ce qui a été dit dans les médias récemment qui touche le Québec puis le Canada, parce que sinon, on n'en finira pas. Moi, il y a deux grands risques, en fait, que je vois par rapport à l'utilisation de l'IA dans un contexte électoral. Le premier, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez entendu à la radio, à Radio-Canada récemment, le week-end passé, les décrypteurs à Radio-Canada ont fait leur propre petite enquête. Ils ont demandé à des robots conversationnels, en fait, c'était quoi leur opinion sur les candidats à choisir pour les élections municipales. Et plusieurs agents d'IA, comme ChatGPT, donnent leur avis, là, entre guillemets, parce que c'est des robots conversationnels, ils n'ont pas d'opinion pour de vrai, là, donnent leur avis sur la meilleure ou le meilleur candidat pour qui voter. Puis je pense que ça, déjà, c'est très grave parce que de plus en plus de gens utilisent l'intelligence artificielle pour se renseigner. Je ne sais pas si vous entendez chez les plus jeunes, moi, ma génération, on dit « je vais googler un truc », mais de plus en plus, on entend des Gen Z qui disent « je vais chat GPT quelque chose ». Donc, ça devient comme le nouveau moteur de recherche. Et c'est ça, premièrement, ChatGPT et les autres agents conversationnels ne réfléchissent pas, ils n'ont pas la capacité de discerner des vraies informations de fausses informations, ils ne peuvent pas valider la fiabilité ou juger de la fiabilité d'une source. Puis en plus, même si ces agents conversationnels-là vont sourcer leurs informations, bien, souvent, ils vont recracher l'information un peu n'importe comment. Par exemple, dans cette enquête-là des décrypteurs, il y avait un des robots conversationnels, je ne sais pas lequel exactement, qui avait présenté le candidat Craig Sauvé puis son programme à Transition Montréal en disant que le cœur de la campagne, c'était vraiment d'installer 250 toilettes publiques à Montréal, ce qui n'était évidemment pas le cœur de la campagne de Transition Montréal. Donc, il y a ça, le fait que je pense que les gens comprennent encore pas aujourd'hui complètement que l'intelligence artificielle générative agit comme un outil d'autocomplete. Quand vous textez, puis il y a des mots qui viennent après, c'est un peu comme ça, mais puissance 10. Là. Et donc, ce ne sont pas des outils qui sont faits pour discerner la vérité. Et avec ça aussi vient toutes les vulnérabilités qui sont propres aux grands modèles de langage, comme les attaques de type prompt injection, où ce qu'on peut nourrir, dans le fond, les intelligences artificielles de données qui peuvent être fallacieuses. Il y a plusieurs cas de ça dans le monde. Il y a des réseaux, par exemple, le réseau Pravda, qui est un réseau de faux sites web de désinformation pro-russe et anti-Ukraine, qui ont été créés de manière à ce que les informations de ces sites-là se fassent moissonner par des robots moissonneurs sur Internet pour nourrir les intelligences artificielles qui vont ensuite recracher ces informations-là. Et donc, les créateurs de ces sites web-là, qui sont à peine visités, là, qui sont vraiment créés pour que les IA viennent prendre de l'information à partir de ces sites-là, bien, ils vont aussi utiliser l'intelligence artificielle générative pour faciliter la production, faciliter la diffusion et automatiser la production et la diffusion de ces contenus de désinformation-là. Et il y a un autre réseau de désinformation russe récemment qui s'appelle CopyCop, qui a créé plein de faux sites d'information locaux, par ailleurs au Canada, en Alberta notamment, où il y a des contenus qui jouaient sur l'idée de la séparation de l'Alberta et du vol, entre guillemets, des ressources économiques albertaines par Ottawa. Donc, on voit qu'il y a des acteurs d'autres pays aussi qui viennent faire de l'ingérence en passant par les grands modèles de langage comme ChatGPT. Et il y a d'autres informations à dire là-dessus, par rapport au fait justement que l'IA baisse les barrières à l'entrée. On pourra en parler plus tard. Mais je veux aussi surtout amener votre attention sur un deuxième point que j'amène beaucoup dans des panels sur la désinformation, sur l'IA, sur la démocratie. Puis, j'ai pas l'impression que c'est toujours bien reçu quand j'en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que c'est pas un problème politique. Mais il faut se rappeler que l'utilisation numéro 1 dans le monde des technologies d'hypertrucage, d'intelligence artificielle générative pour créer des images sont utilisées à des fins pour créer des hypertrucages à caractère sexuel. Et ça touche en très, très grande majorité des femmes. Puis je pense que c'est un problème qui est éminemment politique et qu'on doit prendre en considération quand on parle de l'érosion de la démocratie à cause des outils technologiques. C'est un enjeu extrêmement grave qui nuit à la participation des femmes à la fois dans la sphère publique et dans la vie politique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit constamment remettre de l'avant et donner une valeur à
cette utilisation numéro 1 des technologies d'hypertrucage aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec ça. Merci beaucoup, Fanny. C'est très riche comme présentation des risques. Est-ce que Mallory ou Thierry vous aimeriez ajouter quelque chose à cette liste cauchemardesque? Oui, évidemment, désinformation, ingérence, déstabilisation, là, c'est les risques centraux quand on focalise sur les contextes électoraux. L'autre élément et l'autre risque qui est peut-être un peu plus éloigné, mais je vais y revenir là, en répondant on sait déjà quelles sont les questions, imaginez-vous donc. Donc, sur la prochaine question, donc j'aurai des choses à dire, mais je vais quand même vous envoyer ça tout de suite pour que ça commence à baigner un peu. Le risque que je vois avec les usages de l'IA, les usages politiques, partisans même, on va y aller là, directement, de l'IA en contexte électoral, c'est le risque que des élus perdent le contact avec la base, avec les citoyens, avec la réalité des enjeux. On va parler de certaines pratiques qui ont été relevées là, dans le cadre des élections municipales et qui ont fait l'objet d'un reportage en fin de semaine, encore une fois, jeudi, à Radio-Canada. Quand des élus utilisent l'IA générative pour produire un plan de campagne, un programme électoral, pour identifier les priorités qui devraient être les leurs dans leur district, dans leur circonscription, dans leur municipalité, c'est une perte de contact avec le terrain. Et ça, c'est un énorme risque. Et ça doit nous amener à réfléchir au fondement de l'engagement politique. Pourquoi ces personnes-là veulent diriger ou représenter leurs concitoyens? Quelle est la valeur fondamentale de leur engagement quand ils ne sont même pas capables d'identifier d'eux-mêmes les priorités qui devraient être celles pour lesquelles ils se portent candidat ou candidate? Ça, c'est un énorme risque, selon moi, quand on réfléchit aux usages partisans politiques de l'IA en contexte électoral. Merci. Mallory? Bien, sur les risques, je pense qu'il y a beaucoup qui a été dit par trucage, le micro-ciblage aussi. C'est sûr que ça fait en sorte que on est capable d'influencer le vote d'individus en mettant une abondance d'informations qui vont dans un certain sens, puis de bloquer l'accès à des perspectives différentes ou plus difficiles, ou que ces personnes-là ont moins de capacité là, à accéder à ces autres perspectives. Fait que c'est sûr que tout ce dont on parle, c'est le risque de déstructuration des systèmes démocratiques, finalement. Puis d'ailleurs, il y a un organisme de prospective canadien qui a donné, qui identifie les risques les plus importants auxquels les décideurs doivent se préparer, puis ils ont identifié que le risque le plus inévitable et qui va arriver bientôt, c'est cette difficulté à distinguer le vrai du faux. Puis ultimement, ça va jusqu'à la destruction des systèmes démocratiques parce que si on n'a pas confiance en l'information, si on n'a pas accès à toute l'information, bien éventuellement, c'est la confiance envers tout le système Donc, tu sais, c'est très grave, là, évidemment, tout ce dont on parle. Je pense que les gens dans la salle en prennent la mesure. Oui. Je réalise qu'il nous reste à peu près 30 minutes pour reprendre un peu d'optimisme. Okay. Parce que là, quand même, le tableau me semble juste, mais il n'est pas très encourageant. Thierry, je pense, a demandé quelles allaient être mes questions à ChatGPT, donc il sait ce qui s'attend, ce qui s'en vient. Thierry, je l'ai dit tout à l'heure, tu es un fin observateur de la politique québécoise. On aimerait bien t'entendre là sur la façon dont l'IA est utilisée, mobilisée par les partis politiques au Québec. Puis, peut-être, allons plus loin, pourquoi le font-ils? Quel gain pensent-ils obtenir de cet usage? Et est-ce que c'est à la hauteur, est-ce que la réalité est à la hauteur de leurs attentes selon ce que tu peux observer?
Alors, au-delà d'être un fin observateur qui parle dans les médias, je suis surtout un chercheur qui travaille sur les stratégies électorales numériques depuis 2012. Donc, ce que les partis font en ligne, ce que les partis font avec les technologies, c'est au cœur de mon travail, de ma recherche. Et ça habite donc mon travail de chercheur depuis 2012, 13 ans. 13 ans. Quand on s'est rencontrés, on a eu une réunion de production hein, et Patrick nous a dit « Ouais, bon, je voudrais peut-être vous poser ces questions-là et puis je voulais peut-être les diriger vers vous. » Et il me présente ces deux questions-là. Je dis ben, « C'est super intéressant. » Et c'est il y a 2 semaines ou 3 semaines. J'ai l'impression que les partis font pas grand-chose. Ils s'en servent probablement pour analyser des données. Alors, les partis politiques ont beaucoup de données sur nous, de différentes sources, qui sont intégrées dans des bases de données, qui sont traitées par différentes personnes, avec différents processus. Puis ma réponse première, c'était de dire, ouais, je pense que à cette étape-ci, ça va peut-être changer parce qu'on entre en période préélectorale pour l'élection provinciale qui s'en vient, puis ça pourrait changer. Et là, la sous-question, c'était, ben, pendant la municipale, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bon, à Québec, là, il y a un parti qui a fait faire un jingle d'une petite musique avec l'IA, puis ils sont soupçonnés aussi d'avoir monté leur plateforme avec l'IA en plaçant dans ChatGPT les plateformes de leurs adversaires, puis de faire produire une plateforme idéale. Ils n'ont pas vraiment dit que c'était juste, mais bon. Ils ont produit des images qui sont un peu foireuses avec du visuel de Montréal. Donc, bon. Mais j'avais l'impression qu'à l'heure actuelle, c'était assez contenu. Ils sont en train d'explorer, de tester des choses. La semaine dernière, lundi dernier, je reçois un appel d'un journaliste de Radio-Canada qui me dit « Monsieur Giasson, j'aurais des choses à vous montrer sur l'utilisation que des candidats dans différentes régions du Québec font de l'IA générative. » Là, je fais « Ah, tiens. » Et il m'envoie, c'était sous embargo, ce qu'il a trouvé très simplement. Avec des usages très basiques de ChatGPT qu'il avait lui-même initié et il a retrouvé avec des requêtes très simples du genre bonjour ChatGPT, je me présente dans ma circonscription dans le district X de la ville Y, puis là il y avait des vrais noms de tout ça là. J'aimerais que tu me présentes là les enjeux sur lesquels je devrais monter ma campagne et mettre ça en forme dans un message que je pourrais diffuser sur Facebook. Et donc, ChatGPT lui propose quelque chose et il part de ça et il va faire une recherche sur Facebook et il se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait la même chose et qui ont posté ça sur Facebook. Des gens qui se présentaient dans des élections et nulle part c'est indiqué sur le petit message sur lequel il y avait évidemment sur Facebook maintenant des petits émoticônes, des listes à points de forme. Les choses faites exactement de la même façon, avec aucune mention, bien entendu, que c'est généré par l'IA. Et donc, il me montre ça, il me montre un programme électoral, il me montre un cadre financier qui peut être généré par l'IA. Il me dit, ben là, des images, évidemment. Donc, ce qu'on voit et ce que l'élection municipale nous présente comme laboratoire, là, c'est que, d'abord, c'est à la disposition de tout le monde. Alors, on pourrait penser que ce sont des grands partis qui ont beaucoup de ressources, qui vont en faire une utilisation maximale. Non, pas du tout. Des candidats indépendants dans des districts, dans de petites municipalités, se sont emparés de ces outils-là. Puis, bon, je pourrais utiliser un autre verbe, là, je vais utiliser quand même ce verbe-là. Donc, ont utilisé ChatGPT pour produire des positionnements électoraux, identifier des enjeux, qu'ils allaient présenter à leurs concitoyens comme étant leur priorité. On a vu beaucoup d'utilisation pour la communication, donc mise en forme de contenu, production par l'intelligence générative de visuels, de photographies, pas toujours réussi, souvent pas réussi en fait. Donc, c'est ça qu'on voit en ce moment. Donc, des gens qui font des essais
Et les raisons, parce qu'évidemment, le journaliste me montre ça, puis là, je lui dis, ben, avez-vous parlé aux candidats? Ça n'a pas de bon sens. Je dis, en plus, ils disent nulle part que c'est généré par l'IA. Il dit, bon, ben, je vais leur parler. Alors, il a parlé aux gens, et les gens, dans l'entretien, disent, et ça nous amène à la deuxième question, on fait ça parce qu'on n'a pas d'argent. Je n'ai pas de ressources. Moi, je ne peux pas me payer des stratèges qui vont monter un programme électoral. Alors, j'ai besoin de monter un programme électoral. J'ai besoin, parce que je ne peux pas me payer un attaché de presse, de quelqu'un qui va faire mes médias sociaux pour moi. Donc, on se tourne vers l'assistant qui est devenu ChatGPT. Il fonctionne comme ça d'ailleurs. Il est à notre service, il est gentil, il est poli. Donc, ça devient un assistant. Ça devient l'attaché de presse, l'attaché politique pour circonscrire la rareté de ressources, le manque de ressources. Est-ce que c'est efficace? Ben, je ne le sais pas. Je ne suis pas allé vérifier aujourd'hui. J'étais un petit peu occupé. J'avais une grosse journée. Donc, je ne suis pas allé vérifier si ces gens-là ont gagné leurs élections hier. Je serais curieux de voir si ça marche. Mais évidemment, la raison qui est invoquée d'abord et avant tout, c'est l'efficacité. À partir du moment où on s'engage dans le recours aux technologies et qu'on adapte nos pratiques communicationnelles, nos pratiques politiques aux technologies, c'est fait en vue de gain d'efficacité. Donc, de générer un très bon retour sur investissement. Donc, que la campagne nous coûte le moins cher et qu'elle génère le plus de votes auprès des électeurs qu'on a identifiés comme étant les électeurs dont on a besoin pour remporter l'élection. Voilà. Très intéressant. Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus, Mallory ou Fanny? Ben, je peux très brièvement dire que en me rendant ici, en fait, à Québec, chez Montréal, j'ai lu cet article dont vous parlez et j'étais, moi aussi, assez étonnée de voir l'utilisation à ce point et aussi, justement, non transparente là, par certains candidats de l'intelligence artificielle. Puis je pense que c'est le genre de choses... En fait, encore une fois, je suis très cynique. Il faut que je suis très pessimiste. Il faut que je sois capable de discerner qu'est-ce qui vient de moi personnellement, puis qu'est-ce qui se passe dans la société, là. Mais je pense que je vois comment c'est le genre d'utilisation, surtout non transparente, qui peut alimenter le cynisme qui est déjà tellement présent quand on parle de processus démocratique. J'ai comme une réaction qui est un petit peu étrange, mais je me dis, au moins, ces candidats-là, ils ont lu quand même qu'est-ce que ChatGPT leur a... je veux dire, avant de le reposter, ils ont dû opérer un filtre, bon ou mauvais, là, selon notre jugement, mais... Peut-être. En tout cas, peut-être. C'est ça, je ne sais pas à quel point ils ont copié-collé, mais je me dis qu'il y a eu un regard humain qui a peut-être adapté quelques mots. Mais à l'inverse, le citoyen, lui, quand il demande, puis là je reprends l'exemple de Fanny, de se faire résumer le programme de tel candidat, puis que c'est pas la bonne chose qui sort, ça me fait plus peur parce que là, il y a vraiment, c'est une fausse information, donc la personne ne peut pas se faire une idée avec son libre arbitre. Donc, oui, je trouve ça grave ce que vous décrivez. Mais il y a quand même une capacité humaine de filtrer, me semble-t-il. Puis je pense que de plus en plus, les gens utilisent l'IA dans toutes sortes de cadres, alors que oui, il y a peut-être quelque chose pour la transparence, d'étiqueter qu'est-ce qui a été... puis on le voit de plus en plus, hein. Moi je le vois même dans des articles de presse parfois, là, c'est pas tous les médias, mais je pense que c'est QMI qui écrit souvent cet article a été rédigé avec l'intelligence artificielle. Alors, je pense que ça va devenir de plus en plus commun de voir ça. C'est déjà pas mal qu'ils le disent. Me permettez juste très rapidement, ils ont cette idée, je pense, les candidats, les utilisateurs politiques là, de l'intelligence artificielle, de faire des gains d'efficacité, mais concrètement, puis si on reprend, par exemple, l'expérience, alors je vais le dire, de Leadership Québec, le parti de Sam Hamad à Québec, où on pense qu'on fait des gains d'efficacité, mais où, en fait, il y a un processus de vérification qui n'est pas engagé. Genre, dans leur cas, justement, là, on a mis en ligne des choses qui n'auraient pas dû être mises en ligne. On n'a pas vérifié les choses.
On s'est fait ensuite accuser pendant la campagne de faire ces choses-là de façon trompeuse, de ne pas être transparent. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, on perd des journées de campagne à s'expliquer. Donc, le gain d'efficacité, là, il est fallacieux. Il n'existe pas, d'autant plus que il faut valider ce que ChatGPT fait. Hein. Le work slop, là, dont on est abondamment inondé par nos étudiants qui utilisent ChatGPT. Alors, du work slop, c'est l'espèce de langage parfait qui veut tout et rien dire, en fait. Et c'est manifeste là, quand ça apparaît dans des textes qui sont rédigés. Ben, c'est un problème. Et quand on ne met pas le work slop à sa main, quand on ne le rend pas personnalisé, on perd de l'authenticité. Puis l'authenticité, c'est quelque chose de déterminant en politique. Et donc, l'homme de la situation de Valérie Plante, là, ça n'a pas été créé, c'était le slogan de Valérie Plante à la dernière élection municipale à Montréal, un slogan brillantissime. L'IA n'aurait jamais sorti ça. Donc, il n'y a pas d'originalité ou très peu. Et ben, il faut tout le temps retravailler les choses. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un gain d'efficacité? J'ai envie de rebondir moi aussi dans cette discussion pour rappeler une chose importante, me semble-t-il, que Thierry a dit tout à l'heure, c'est que il faut quand même questionner les raisons de l'engagement politique. Et donc, il y a une différence énorme entre utiliser l'intelligence artificielle pour s'aider à créer un budget ou des formes de communication publique et créer un programme, se donner des objectifs de campagne. C'est deux choses complètement différentes. Et je pense qu'on peut pas mettre tout ça dans le même panier, là. Il faut faire quand même une distinction entre des formes d'utilisation qui doivent être vérifiées, mais que l'on peut comprendre et qui peuvent être justifiées dans le cadre d'un engagement politique où les ressources sont limitées, et le cœur de l'affaire, la fabrication d'un programme. Bon, essayons de voir s'il n'y a pas des raisons de se réjouir de l'arrivée de l'intelligence artificielle maintenant. Mallory, spécialiste de la participation publique, est-ce que dans ton travail, tu vois quelque chose comme des usages bénéfiques de l'intelligence artificielle pour la démocratie, pour la délibération citoyenne, pour les processus de consultation publique? J'en profite pour dire, là, parce que j'allais utiliser une expression qui vient de vous, on s'est nourri, entre autres, de vos questions. Certaines personnes nous ont envoyé des suggestions. Puis une de ces personnes, justement, posait la question, est-ce que c'est cette idée selon laquelle l'IA pouvait nous aider à mieux faire démocratiquement n'était pas juste un mirage techno-enthousiaste, j'aimais bien l'expression, donc je me permets de la reprendre. Alors, est-ce que ce n'est qu'un mirage techno-enthousiaste? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la démocratie avec l'IA? Alors, on peut faire certaines choses, mais il y a un peu de mirage, je pense. C'est sûr que c'est plus facile de voir les menaces que l'IA fait peser sur nos démocraties que les bénéfices. Souvenez-vous, en 2010-2012, comment on se sentait là, par rapport aux réseaux sociaux. C'était l'époque du printemps arabe, Occupy Wall Street. On se disait, waouh, les réseaux sociaux, c'est formidable, la force de mobilisation citoyenne que ça nous amène. Et il y avait beaucoup d'enthousiasme par rapport à ça. Puis une décennie plus tard, on les voit désormais maintenant, les réseaux sociaux, pour aussi des grands accélérateurs de désinformation, créateurs de chambres d'écho, etc. Donc, on est beaucoup moins enthousiaste qu'on l'était à l'époque. Donc, pour l'IA, je pense que c'est le même phénomène. Il y a un phénomène technologique émergent qu'on commence à comprendre de mieux en mieux et qui pose des menaces, mais qui a aussi quelques bénéfices. Donc, c'est sûr que je pense qu'il faut rester très, très prudemment optimiste quand on regarde ces bénéfices-là. Bon, pour ce qui est de la participation publique, donc, tous ces moments où on veut consulter les citoyens sur des enjeux d'intérêt public, que ce soit pour élaborer des politiques publiques, prendre des décisions, etc.,
C'est vrai que, bon, nous, dans le cadre de notre travail, par exemple, à l'INM, on l'utilise, puis là, je repense à ce que disait M. Blanchette, à l'interne pour des gains d'efficacité. Donc, par exemple, pour faire de la transcription de fichiers audio ou photos ou vidéos, ben c'est super. On gagne beaucoup de temps à utiliser l'IA pour ça. Par contre, puis même pour le classement de données de participation citoyenne ou publique, ça peut être utile, mais là, dès ce moment-là, puis dès qu'on tombe dans l'analyse, c'est plus difficile. C'est vraiment difficile, puis nous, on n'utilise pas l'IA pour l'analyse de données parce qu'il y a trop de confusion sur le sens des propos. L'IA n'a pas... Dans un même champ lexical, tu peux vouloir dire une chose et une autre qui est complètement opposée, puis l'IA n'est pas capable de faire ces nuances-là. En tout cas, de mon expérience, puis des outils qu'on voit puis qu'on teste, je pense qu'il y a encore beaucoup de techno-optimisme, là, j'aime le terme, vis-à-vis l'IA pour la participation. Et bon, il y a des initiatives, par exemple, le grand débat national en France, souvenez-vous, après la crise des Gilets jaunes, Macron a lancé cette vaste consultation et là, il y a eu apparemment 400 000 contributions, plutôt des réponses à des questions ouvertes qui ont été analysées par un système d'IA apparemment développé de manière très, très éthique parce qu'il n'entraînait pas d'autres données de grandes plateformes commerciales. Et bon, ils ont utilisé ça, puis moi, je me suis intéressée à ça, j'ai lu des analyses de résultats, puis je comprends que même dans ce cas-là, il y a eu beaucoup de biais algorithmiques, puis donc je pense qu'il y a énormément d'humains qui ont dû mettre beaucoup de temps pour analyser le fruit de cette très, très vaste consultation-là, puis en sortir quelque chose de juste, en fait. Puis là, je ne peux pas vous dire la proportion de gain de temps sur l'analyse, mais ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas d'outil d'IA qui réussit à faire l'analyse de données que les humains font en ce moment pour vraiment faire ressortir des grandes tendances, des divergences, des opinions minoritaires, des nuances, etc. Donc tu sais, ça fait 20 ans que les gouvernements du monde entier embrassent un virage numérique en se disant que ça va rapprocher les administrations publiques des citoyens, faciliter les consultations, et notamment par ces outils-là. Et mais je pense que toutes ces promesses-là ne se sont pas avérées. Au contraire, il y a eu, oui, des virages numériques, mais on est entré, en tout cas en participation publique, dans l'ère de prédominance des questionnaires en ligne. C'est vraiment l'outil qui est le plus souvent utilisé par plusieurs gouvernements, gouvernement du Québec y compris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des initiatives qui combinent ça avec de la délibération ou des rencontres en personne, mais pour créer des démarches participatives inclusives, la recette, c'est encore de combiner différents dispositifs et pas de miser sur un seul outil. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'IA qui va nous faire des meilleures consultations. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que ce qui nous fait faire des meilleures consultations, c'est la stratégie et l'intelligence humaine derrière la démarche pour insérer le moment de consultation au moment opportun dans le cycle d'élaboration d'une politique publique, par exemple, ou dans un cycle décisionnel. Puis, pour ça, il faut bien intégrer ça dans une culture organisationnelle aussi, dans des routines, dans des processus. Donc, tu sais, l'IA, oui, c'est un outil. Oui, il y a des gains d'efficacité. Oui, il est capable de classer des vastes volumes de données et on va certainement pouvoir s'y appuyer, mais de là à en faire un idéal démocratique, là, moi, je n'ai pas vu encore comment ça pouvait fonctionner. Mais après, c'est vrai que, bon, puis, tu sais, je sors un petit peu de la participation publique, mais, tu sais, des agents conversationnels pour aider un citoyen à se démêler ou se diriger dans des services publics d'une ville ou d'un gouvernement, c'est formidable. Ça, on va, bon, pour l'instant, il y a peut-être encore des réponses incorrectes, tout ça, mais en les testant, probablement qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes.
Je voulais aussi vous donner l'exemple du Samara Center for Democracy, qui est un OBNL basé à Toronto, qui a utilisé l'IA lors de plusieurs dernières élections fédérales, provinciales aussi, pour, dans le fond, vérifier des données à grande échelle sur Reddit, Blue Sky, YouTube, différentes plateformes, puis documenter finalement la qualité des conversations sur ces réseaux-là. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils ont démontré que souvent, c'est un petit nombre d'utilisateurs qui influencent de manière disproportionnée là, les discussions sur ces réseaux-là. Donc, ça, en soi, c'est intéressant. Et je pense qu'il y a, par exemple, Élections Canada a aussi utilisé l'IA pour repérer des informations erronées sur ces grandes plateformes, puis ensuite pouvoir communiquer avec ces grandes plateformes pour les en informer. Fait qu'il y a toutes sortes de petites choses qui se font, des petits pas. Donc oui, il y a moyen de mettre aussi l'IA au bénéfice d'un dialogue public plus sain. Hein? Je pense que il faut garder aussi ces lunettes-là quand même. Merci, Fanny. Je me tourne vers toi. Je t'aime un peu sur la sellette, là, mais je me suis demandé si tu n'avais pas été, toi, consciente d'usage peut-être bénéfique de ces technologies à l'extérieur du Québec ou peut-être au Québec, peut-être pas, mais je te laisse nous dire. Ben, en effet, non, j'ai pas été, ben, comme je le disais tantôt, Mallory, t'as fait une bonne job de faire le travail, de montrer les bons côtés ou les côtés, disons, qui donnent de l'espoir à l'utilisation de l'intelligence artificielle, puisque moi, je me concentre beaucoup, pas sur les solutions, mais plus sur les problèmes. Mais en fait, moi, tout ce que cette discussion me fait réfléchir, c'est que, en plus d'être journaliste et chercheur, je suis aussi étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, depuis vraiment trop longtemps, d'ailleurs. Et je m'intéresse, le sujet de mon mémoire, c'est à propos d'utilisation des technologies pour enquêter sur des crimes de guerre, en fait. Et de plus en plus, aujourd'hui, on peut utiliser des technologies de surveillance, puis de surveillance à distance, entre autres, pour enquêter sur les crimes de guerre. Et il y a vraiment ce gros discours techno-optimiste là-dessus, comme quoi ça va décupler les capacités des acteurs à en savoir plus. Puis ces notions aussi qui viennent beaucoup avec la technologie d'efficacité, le fait d'aller plus vite, le fait d'avoir plus d'informations, d'en savoir plus. Et donc, plus de données égalerait plus une meilleure prise de décision. Puis c'est ça que je remets un peu en question dans mon mémoire, dans mon projet de mémoire, je suis pas encore rendue au mémoire. C'est cette idée, dans le fond, de comment est-ce que la technologie vient façonner les processus de production de l'information. Puis je pense que c'est un peu ce genre de questions-là qu'on peut se poser par rapport à l'utilisation de l'IA. Le fait d'utiliser l'IA, d'avoir plus d'informations, de pouvoir, entre guillemets, analyser plus de données sur les électeurs et tout, de pouvoir automatiser certains processus, est-ce que ça viendrait pas aussi... Je veux dire, c'est quoi les mauvais côtés de ça? Est-ce que ça viendrait pas justement dénaturer la relation entre les élus et les électeurs? La notion aussi qui est revenue dans cette conversation de proximité avec l'électeur, je la trouve importante. Puis je pense qu'il faut se pencher sur ces questions-là de comment la technologie, au-delà des gains d'efficacité qui sont disputés, bien, comment est-ce que ça change la dynamique entre les élus et les électeurs. Je me rends compte que je viens de ne pas répondre à ta question, mais de répondre comme à l'inverse. C'est ce que j'avais à dire. Encore très pessimiste. L'important, ce n'est jamais vraiment de répondre aux questions dans ces contextes, c'est de dire quelque chose d'intéressant et tu as bien rempli ta mission. Thierry, à toi de dire quelque chose d'intéressant. Moi non plus, je ne répondrai pas à la question. J'ai un peu répondu tout à l'heure en vous parlant du recours que les acteurs politiques peuvent faire de l'IA dans des contextes de rareté de ressources. Les partis politiques sont confrontés à une baisse du militantisme qui est très importante. Ils ne font pas grand-chose d'ailleurs pour résorber ça, c'est assez particulier. Ils font de l'IA maintenant. Donc, mais leur lien de transactionnel, pour utiliser un terme de marketing politique, avec leur clientèle de base, ils le cultivent plus ou moins bien. Alors que c'est leur rôle. Donc, il y a quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Je voudrais revenir à cette notion d'efficacité-là qui baigne un peu là, la réflexion que d'abord les utilisateurs se font et une justification d'utiliser l'IA.
Mais l'efficacité, ça baigne aussi la construction des technologies et l'utilisation, je dirais les campagnes politiques qui sont faites avec les technologies. Il faut comprendre que on étudie les campagnes numériques depuis le tournant des années 2000, avec entre autres l'arrivée du web, puis les premières vagues de médias sociaux. Et il y a des ouvrages assez importants qui ont été écrits à la fin des années 2000, dont un ouvrage exceptionnel qui est encore parfaitement adapté à ce qui se passe aujourd'hui. C'est un ouvrage qui a été, en fait, c'est une thèse de doctorat qui a été faite par un chercheur canadien qui travaille en Grande-Bretagne aujourd'hui, Philip Howard, qui a été le premier politologue, sociologue à s'intéresser à la communauté des stratèges numériques et des ingénieurs informatiques qui travaillaient sur des campagnes numériques politiques. Aux États-Unis. Il a fréquenté cette communauté de praticiens-là, il a assisté à des rencontres professionnelles, à des congrès, il a fait de l'observation dans des war rooms, dans des entreprises qui produisaient des campagnes pour des clients politiques. Il faisait des entretiens, il les écoutait et il s'est rendu compte en fait que les ingénieurs informatiques, les gens qui développent les technologies pour des campagnes politiques ou qui développent des campagnes politiques adaptées à certains contextes technologiques ou à certains outils technologiques, sont obsédés par l'efficacité. Ils envisagent ce qu'ils développent à l'aune, puis c'est très génie comme approche, là. Les ingénieurs, ils trouvent des solutions aux problèmes. Donc, il y a un problème et il faut travailler la boîte pour régler le problème et créer une nouvelle boîte qui va nous permettre de régler le problème. Donc, il y a une obsession de l'efficacité et de la résolution de problèmes. Et ça baigne les technologies, ça baigne les campagnes qu'ils ont développées au détriment des fondements démocratiques qui sont au cœur des campagnes politiques. Les campagnes politiques, elles existent pour s'incarner dans un contexte électoral, dans un contexte de gouvernance. Et quand il posait des questions, Philip Howard, à ces ingénieurs, jamais il leur parlait de démocratie. La transparence, l'équité, le fait déjà, il y avait du micro-ciblage et il étudiait ces pratiques-là là, en 2006 dans les campagnes qu'il observait. Donc, il y a des populations qui étaient mises à l'écart de certains débats politiques par des campagnes numériques qui étaient faits à l'époque là, en ligne. Donc, il y avait du red taping, des gens qu'on empêchait qui n'étaient pas exposés à des messages. Et ça s'est en plus développé un peu plus tard avec le concept des bulles de filtre et des chambres d'écho. Donc, il faut toujours se rappeler que la technologie, elle existe, elle n'apparaît pas comme ça, là. Il y a des humains qui programment, qui développent ces technologies-là, et les humains qui font ça portent en eux des valeurs et ils les transposent dans leur technologie. Donc, si les fondements démocratiques, la transparence, l'équité, l'éthique, c'est pas au cœur de leur pratique et qu'ils envisagent le développement technologique seulement à l'aune de l'efficacité, régler un problème puis le régler bien, c'est ça à quoi la campagne numérique et à quoi la technologie va servir lorsqu'elle est développée pour le contexte politique. Et ça, c'est très préoccupant. Donc, les technologies, elles ne sont pas neutres. Elles sont habitées des valeurs de ceux qui les développent. Alors, il faut toujours, au-delà de la technologie, là, regarder qui génère la technologie. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour cette entreprise? Ce sont toutes des entreprises, là, ces grandes multinationales maintenant, très proches du pouvoir américain et qui sont très actives auprès d'autres gouvernements nationaux pour limiter au maximum leur encadrement. Voilà. Bien, je suis vraiment d'accord. Je pense qu'il faut se méfier du tout à la croissance et de cette espèce d'idéal d'efficacité constante. Puis là, ben, dans l'exercice que j'ai fait de trouver des bénéfices, là, il y en a un que j'ai oublié, je me disais, je vais le sortir quand même. Puis ça, ma source, c'est Ivado, là. Ivado, qui est un un consortium de recherche interdisciplinaire en développement de l'IA, parce que je suis allée voir un peu qu'est-ce qu'ils avaient produit sur la question. Puis un des bénéfices qu'eux avaient identifié, c'était l'accessibilité linguistique. Donc, ils donnaient l'exemple aussi
d'un projet pilote au Luxembourg où la Chambre des députés utilisait un IA pour traduire automatiquement les débats là, en Chambre pour les citoyens qui parlaient une autre langue. Fait que je me suis dit, c'est un bon exemple, c'est un bon usage. Mais quand on pousse ça, là, imaginez-vous un monde où on n'a plus besoin d'apprendre les autres langues. Un monde où, parce que l'apprentissage d'une langue, c'est la capacité de se décentrer de soi-même, d'entrer dans une autre culture, d'adopter des nouvelles perspectives, donc de mieux comprendre l'autre, l'altérité, de remettre en question ses propres biais, ses propres convictions. Donc, imaginez un monde où on n'a plus besoin d'apprendre l'autre langue, on se promène avec un petit téléphone, une petite oreillette qui nous traduit tout. Mais moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça quand je pense. Donc, tu sais, même cet exemple-là, qui est intéressant parce que oui, gain d'efficacité, on va pouvoir se comprendre, mais dans le fond, là, est-ce qu'on ne va pas perdre des richesses de capacité humaine à long terme? Empathie. Et qu'on va faire un immense recul, tu sais, collectivement? En tout cas, je ne vois pas comment je pourrais ne pas terminer sur cette idée. Et je voudrais garder un peu de temps pour vous. Donc, si vous avez des questions, ce serait le temps de les poser. S'il y en a plusieurs, j'en prendrai peut-être quelques-unes simultanément. Monsieur, je vous laisse le micro. Ce serait pour M. Blanchet. On est très chanceux d'avoir une commission indépendante qui s'occupe des élections, comparé aux États-Unis où les gens au pouvoir d'un État organisent les élections comme ils veulent. Quelle est la grosseur de votre équipe et votre budget? C'est une excellente question. Je voulais revenir sur le commentaire de Thierry par rapport à ressources limitées. Je ne veux pas me plaindre non plus, parce qu'on a quand même une bonne équipe à Élections Québec. Quand je parlais de ressources limitées, par contre, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul. C'est-à-dire que par rapport à l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, l'ingérence étrangère, je ne peux pas commencer à être la GRC à l'intérieur même de mon organisation. Mais quand même, puis j'ai un pouvoir quand même aussi, je disais, autonomie financière, j'ai le pouvoir de créer des postes, OK? Mais dans le contexte actuel, je me garde une petite gêne quand même, c'est des fonds publics. Donc, bon, on a quand même 350 employés permanents à Élections Québec. Donc, mais avec toutes les facettes que je vous ai présentées au début. Donc, le budget annuel, hors élection, là, il ne faut pas que je me trompe, vous pourriez demander à ChatGPT, mais c'est à peu près, je pense que c'est 60 millions environ. Une élection, c'est 105 millions qu'on va rajouter, donc à peu près. Là, plus ou moins, on est en train de faire le budget de la prochaine élection, donc dans quelques semaines, je vais pouvoir vous le dire. Donc, il y a combien de personnes qui sont affectées à votre module d'enquête? Vous parlez d'enquête, purement enquête? Oui. Donc, sur la loi électorale, sur les lois, l'application des lois, sur l'application des lois, sur les infractions à la loi, pour vérifier ces choses-là, quand il y a des signalements qui vous sont présentés? Bon, une dizaine d'enquêteurs. Après ça, on a une équipe de vérification, de mandats spéciaux, 5-6 personnes. J'ajoute à ça toutes quand même les affaires juridiques. On a parlé, vous parliez d'intelligence artificielle. On a eu 1500 plaintes là, aller jusqu'à ce matin par rapport aux élections municipales. On se donne un délai de 48 heures pour répondre aux plaintes. Ce qu'on a vu, nouveau phénomène, des plaintes rédigées par un humain, réponse faite par un avocat et un retour clairement fait par l'intelligence artificielle avec des articles de loi puis un texte abondant. Donc, maintenant, on va devoir réagir à l'intelligence artificielle dans les plaintes, donc aussi. Donc, si vous aviez 50 personnes dans votre module d'enquête, est-ce que vous seriez capable de les intégrer puis de pouvoir leur trouver du travail? Je pense qu'on aurait toujours du travail. Si je rajoute des enquêteurs, je rajoute des avocats. Et
On me rajoute quelqu'un pour signer les mandats, les constats d'infraction, parce qu'il en sortirait probablement beaucoup. Mais Voilà. c'est infini, les possibilités. Puis, à toutes les fois qu'il y a des... Là, on a un nouveau mandat dans la loi électorale par rapport justement à la désinfo. Donc, il faut comprendre que ça va être très difficile quand même de prouver hors de tout doute qu'une personne avait l'intention de porter atteinte ou de donner de la fausse information. Donc, étant donné que c'est du pénal, on doit prouver hors de tout doute. Donc, des fois, les gens nous critiquent pour la longueur de nos enquêtes, ça prend du temps. J'ai entendu que j'aurais dû rendre des rapports aujourd'hui sur des choses qui se sont passées durant les élections municipales, mais les enquêteurs doivent aller chercher de la preuve et les procureurs, nos procureurs doivent juger la pertinence de la preuve avant de me conseiller de poursuivre ou pas les personnes. Donc, voilà. Merci. Bonjour, merci pour vos présentations. Je vais peut-être m'écarter un petit peu du sujet principal parce qu'aujourd'hui, on parlait plus de démocratie politique. Moi, je travaille au Conseil québécois pour la coopération, la mutualité. Donc, en fait, les coopératives au Québec, c'est des instances démocratiques d'envergure. Le mouvement, c'est 10 millions de membres, 43 milliards de revenus. Donc, quand même des instances démocratiques d'envergure qui, en fait, sont des organisations créées par et pour les membres à la base. Donc, la distinction coopérative, c'est vraiment le lien d'usage qu'on porte avec les membres. Nous, comme mouvement, donc comme Conseil québécois, présentement, on porte la réflexion à savoir, OK, comment est-ce que l'intelligence collective qu'on met de l'avant dans notre mouvement va cohabiter avec l'intelligence artificielle dans le futur. Je suis contente, en fait, d'entendre que peut-être, en fait, la distinction coopérative qu'on a, ça va être un rempart, finalement, contre un peu la fatigue démocratique qui se crée à travers l'intelligence artificielle. Mais vous avez amené certains éléments de réponse, mais moi, la question que je me pose, c'est dans le fond, on ne sera peut-être pas des dinosaures tant que ça si on ne prend pas le bateau, parce que je pense que c'est un peu la crainte aussi, des fois, c'est un peu le faux mot qu'on a technologique de se dire, ben, si on ne rentre pas dans le bateau tout de suite, ben, on va perdre la compétitivité, l'efficacité. On est en compétition avec des entreprises privées aussi, comme grandes entreprises coopératives. Donc, est-ce qu'on ne sera pas des dinosaures finalement si on ne fait pas partie du mouvement de l'intelligence artificielle? Puis est-ce que vous considérez justement qu'il n'y a pas là une opportunité de distinction coopérative forte, de miser davantage sur l'intelligence collective dans un contexte comme ça? Grande question pour les quelques minutes. Merci. Avant de vous passer la parole, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait recouper? Non? Alors, à vous, qui a envie de se lancer pour répondre à cette question? Mais tous les domaines d'activité en ce moment se posent cette question-là. Tu sais, j'étais plutôt cette semaine avec des gens du milieu des arts de la scène, puis ils se disaient, ben on a peut-être besoin de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les données de billetterie, puis les comportements, puis des consommateurs de culture. Tu sais, fait que oui, là, il y a un nouvel outil qui existe, puis que ce soit une coopérative ou un autre modèle, comment ça peut vous servir? C'est une vraie question. Puis je pense que, y a-t-il un bateau à prendre? Je ne le sais pas, ça dépend des milieux. Je pense qu'il y a des milieux où il y a des gains à faire, puis il y en a d'autres où il n'y en a peut-être pas, puis il y en a d'autres qui sont juste pas mûrs, puis qui ont besoin de mieux réfléchir, ça va être quoi? Parce que c'est vrai que se lancer là-dedans sans savoir exactement ça va être quoi le retour, peut-être que c'est risqué aussi puis qu'il peut y avoir des reculs. Donc, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas une réponse très, très précise là, à la question, mais prudence. Prudence. Tous les stratèges auxquels je parle, puis je parle quand même à un nombre assez considérable de stratèges politiques, partisans, municipaux, provinciaux, fédéraux, pour discuter de la manière dont ils adaptent leur campagne aux technologies. Le fondement pour eux, puis là, je parle à des vrais êtres humains, là, je parle qui peuvent utiliser des machines, mais je parle d'abord à l'être humain qui a une carrière politique, qui a un engagement politique. Donc, c'est des bêtes politiques, ces gens-là. Ils pensent politique, ils pensent pouvoir, ils pensent maintien du pouvoir. Il y a des objectifs qui guident le travail. Il y a des objectifs qui guident les stratégies. La stratégie, elle est élaborée pour atteindre des objectifs
qu'on a déterminées au préalable et qu'on va déployer dans des tactiques, donc en mobilisant des outils, en faisant de la communication. Donc, ce que les stratèges disent, c'est que parfois, les outils qu'on va mobiliser vont être différents, mais nos objectifs demeurent. Alors, puis je pense que c'est le fondement de toute réflexion stratégique, peu importe l'organisation dans laquelle on est. On doit savoir pourquoi on veut s'adapter, pourquoi on veut intégrer de nouveaux outils, à quelle fin, pour atteindre quels objectifs. Puis si votre objectif, c'est d'être plus proche de vos membres, faire en sorte que vos membres s'identifient encore davantage à leur appartenance à vos organisations, puis que vous ne jugez pas que l'utilisation de l'IA va être déterminante dans votre capacité à établir ou à atteindre cet objectif-là, bien, vous n'êtes peut-être pas obligé de l'intégrer dans votre coffre à outils. Puis de le mobiliser en disant que vous le faites de façon consciente, là. Ça va peut-être avoir des écueils sur votre capacité à répondre rapidement à certaines choses, puis de vos membres, mais que vous privilégiez le rapport humain, l'authenticité. C'est porteur, ça aussi. Je vous garde encore 4 minutes. Okay? Comme on a commencé un peu en retard, je me permets ce léger débordement. Monsieur Blanchet a dit... et je pense qu'il a raison, hein, il faut composer avec l'IA, malgré tout. Ouais. Et je pense qu'on s'entend sur le fait qu'on ne peut pas compter simplement sur la bonne foi, ni sur la bonne foi des individus, ni sur la bonne foi des organisations. Alors, j'aurais envie de vous entendre, là, un à la suite de l'autre, une idée. Une chose qui, selon vous, pourrait ou devrait être faite collectivement, politiquement, pour affronter les risques, les éventuelles dérives de l'IA, ou peut-être pour en faire un allié démocratique. Vous pouvez y aller aussi par là, mais je pense que c'est plus difficile ce soir de trouver de ce côté-là. Malorise? Ben, je peux y aller très brièvement. Je pense que de continuer d'en parler, là, ça a l'air bête, mais moi, personnellement, l'IA, c'est quelque chose que... Puis je parle vraiment juste à titre personnel, là, mais comme récemment, j'ai eu en ce moment, j'ai comme un enjeu où j'ai toujours refusé d'utiliser l'IA. J'ai un peu joué avec ChatGPT. Si vous lisez certains de mes articles, il y a certains titres que j'ai utilisé l'IA pour mes titres et mes intertitres. C'est la seule chose, parce que j'ai essayé pour d'autres choses, pour le corps du texte, puis j'ai jamais été satisfaite, puis je trouvais que c'était vraiment risqué, en fait, d'utiliser ça. Récemment, j'ai commencé à travailler sur un contrat de recherche où mon directeur, je sais pas comment on appelle ça, la personne pour qui je travaille, en fait, mon boss, m'a demandé d'utiliser l'IA pour faire une synthèse d'entrevue que j'ai faite. Et je suis comme pas sûre de si je veux le faire ou pas. Je me dis, j'ai-tu comme pas le choix, genre, ou est-ce qu'il faut que comme... En tout cas, je sais trop pas quoi faire. Je pense que je vais en parler, puis je vais dire, est-ce que, tu sais... En fait, j'ai pas encore réfléchi à ces questions-là, parce que je trouve qu'on parle peut-être beaucoup des autres, mais peut-être pas de nous-mêmes, tu sais, de l'utilisation de l'IA. Moi, je sais pas à quel point je travaille pas en salle de nouvelles, je suis journaliste indépendante. Donc, je ne sais pas les autres journalistes indépendants s'ils utilisent l'IA ou pas. Je sais par contre à l'école que quand je suis dans les... je dirais pas exactement, mais quand je suis dans les bureaux avec d'autres étudiants, chercheurs, il y en a qui sont sur Word, puis il y en a qui sont sur ChatGPT. Puis je me demande vraiment, c'est comme, tu sais... c'est quoi un peu les normes? En fait, il n'y a pas vraiment de normes. Il y a beaucoup de milieux où il n'y a juste pas de normes sur l'utilisation de l'IA du tout. Moi, on ne m'a pas dit là, dans mon travail, il faut que tu utilises l'IA, il ne faut pas que tu utilises l'IA. Puis je pense que de continuer à en parler, puis de continuer à en parler franchement, honnêtement, puis de dire, tu sais, au niveau individuel, est-ce que toi, tu utilises l'IA? Est-ce que moi, j'utilise l'IA? Comment je l'utilise? Pourquoi je l'utilise comme ça? Moi, c'est le genre de conversation que j'aimerais avoir. La seule conversation que j'ai eue là-dessus qui m'a vraiment amenée à réfléchir, c'est quand je me suis fait interrogée par une chercheuse qui s'intéressait en particulier à l'utilisation de l'IA par des journalistes indépendants
de moins de 50 carrières, qui est mon cas présentement. Et donc, ça m'a flabbergassé. Je me suis dit, il faut vraiment que je commence à en parler à d'autres personnes, puis il faut que je sache qu'est-ce que les autres personnes font, parce que moi, personnellement, je sais pas où je me tiens là-dedans. Puis ça me rend profondément mal à l'aise, pour être bien honnête avec vous. Donc, en parler, voilà. Oui, bien, deux mots, là. Moi, je dirais législation et éducation. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller vers des législations. Il y a des usages à haut risque qui doivent être interdits. Là, on a le bon exemple de désinformation en période électorale. Après, oui, là, il y a des défis de mise en œuvre, mais on est là. Puis l'Europe vient juste d'adopter toute une réglementation AI Act autour de l'IA. Puis j'ai regardé un peu rapidement, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Il y a vraiment des obligations de documenter la traçabilité les codes aussi, l'ouverture, le principe de supervision humaine, de gestion des incidents. Donc, il y a quand même toutes sortes d'aspects qui peuvent être regardés pour créer des législations. Évidemment, je reprends l'exemple des réseaux sociaux. On a mis 15 ans, on n'a pas encore rien légiféré, fait que je ne m'attends pas à ce que ça arrive demain matin. Mais je pense qu'on n'a pas le choix d'aller vers ça. Puis, éducation, ben, on a quand même plusieurs générations qui ont appris à utiliser Internet, qui ont appris à citer leurs sources, à faire des recherches, à citer leurs sources. Fait que je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable, à nouveau aujourd'hui, d'apprendre aux jeunes à utiliser l'intelligence artificielle, à comprendre qu'ils peuvent décocher une petite case pour ne pas entraîner des données, à savoir qu'il faut anonymiser des choses quand ils veulent envoyer des requêtes. T'sais, il y a une norme à créer. Puis c'est vrai qu'on est juste au balbutiement de ça, mais l'éducation va jouer un rôle important. L'éducation à la citoyenneté, à l'exercice citoyen. Nous sommes à l'Université de Laval, d'ailleurs, en plein dans ça. Là, on essaie de se donner des principes. C'est pas facile. Thierry, le mot de la fin. Oui. Je vous prendrai pas à partie parce que vous faites un travail super important. Mais moi, je pense que vous travaillez avec des gens que vous essayez d'encadrer et qui ne sont pas capables de s'autoréguler. D'aucune manière. On en a eu une preuve. Et là, je vais vous parler de quelque chose dont on n'a pas parlé du tout au Québec. En 2020-2021, il y a eu une commission parlementaire sur la modernisation de la réglementation sur l'utilisation des renseignements personnels par toutes les organisations qui colligent des renseignements personnels au Québec, les entreprises privées et les organismes publics. Et pour la première fois, dans ce qui s'appelait le projet de loi 64, le législateur disait que les partis politiques, rappelez-vous ce que je vous ai dit, qui colligent tous des données sur nous, allaient être soumis à, pour la première fois, une législation qui allait encadrer leur pratique des renseignements personnels. Il y a eu des consultations préliminaires à la commission parlementaire. Votre prédécesseur s'est présenté et il a demandé, parce que dans PL 64, le projet de loi 64, le législateur garantissait déjà 4 exemptions à l'application de la loi, du projet de loi sur les pratiques des partis politiques. Et le directeur général des élections de l'époque et la commissaire à l'accès à l'information qui allait être responsable d'appliquer la nouvelle loi, ont demandé aux parlementaires qui les rencontraient de ne pas se doter d'exemptions, de faire en sorte que tous les articles de PL 64 s'appliquent intégralement, ou en tout cas légèrement amendés, aux partis politiques aussi. La commission parlementaire qui a été responsable d'étudier article par article le projet de loi était composée donc de parlementaires, donc de représentants des partis politiques, de nos élus. Ils ont, pendant 20 rencontres qui se sont échelonnées sur 8 mois, étudié chacun des articles du projet de loi. C'est un projet de loi qui comptait, si je ne me trompe pas, 120 articles, quelque chose, 128, quelque chose comme ça. Et au terme, à la première rencontre, ils s'entendent pour dire que tout ce qui touche aux partis politiques va être traité à la dernière journée du travail de la commission parlementaire. Donc, à la 20e journée. Ils savent déjà qu'on s'en va vers un calendrier d'à peu près 20 jours. Ils s'en doutent et ils disent
On ne parlera pas de la manière dont ça va s'appliquer au fur et à mesure qu'on va étudier la loi. On va garder juste la dernière journée pour faire ça. Tout le monde accepte, c'est adopté à l'unanimité, le travail commence. On est en pandémie, donc il y a des rencontres qui se font à distance, des rencontres en présentiel, tout ça. La dernière journée arrive, les parlementaires se sont votés 30 exemptions à la loi, ce qui fait que la loi 25 ne s'applique plus aux partis politiques. Donc, nous n'avons aucun droit reconnu sur nos données que possèdent les partis politiques. Personne au Québec n'a parlé de ça. Il n'y a pas eu, on a fait de l'analyse, un seul reportage dans les médias sur ça. Et la modernisation de la réglementation, PL 64, c'était en réponse, entre autres, à l'affaire Cambridge Analytica, à la fuite de données chez Desjardins, à la fuite, au problème qu'il y a eu de fuite de données dans l'ancien parti de Denis Coderre à Montréal. C'est incroyable. Donc, les partis politiques au Québec n'ont aucune volonté à s'auto-réguler et à protéger nos droits. On nous a annoncé la semaine dernière que des collègues de l'IA avaient créé un code d'éthique. Il y a eu un reportage là-dessus. 2 partis politiques ont dit qu'ils allaient respecter le code d'éthique. J'en doute fortement, incluant le parti au pouvoir qui était le législateur, donc la Coalition Avenir Québec, qui a présenté PL 64 et qui a négocié avec les autres parlementaires pour qu'en 2021, la loi soit adoptée complètement amendée. On a modifié 2 articles de la loi électorale, mais vous n'avez aucun droit de regard sur vos données, vous ne pouvez pas les consulter, vous ne pouvez pas demander à ce qu'elles soient retirées des bases de données des partis politiques, ce que l'on peut faire comme citoyen auprès de toutes les autres organisations qui colligent des données. Donc, sur l'IA, sur ces questions fondamentales dont on parle, d'imposture, de transparence, d'intégrité du système politique, vos parlementaires et les stratèges qui leur dictent quoi faire n'en ont rien à faire. Alors, c'est notre responsabilité collective de défendre ce que ce monsieur-là va devoir dire aux parlementaires en commission parlementaire. Il ne sera pas entendu de toute façon. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a une commission indépendante, il vous en a parlé tout à l'heure, sur la réforme de la carte électorale. Les parlementaires ont refusé que la carte soit révisée en invoquant des explications foncièrement politiques et partisanes, alors que c'était 2 commissaires indépendants qui sont des politologues en plus, qui avaient fait une analyse très, très solide et fondée. Alors, il faut collectivement qu'on s'organise et qu'on s'assure que les partis politiques et que les gens qui veulent nous représenter respectent les fondements de notre régime politique, parce qu'ils n'y croient pas en ce moment. Et ça, c'est hyper préoccupant. Désolé. Vous aurez du temps pour applaudir bientôt, là. Fanny, Thierry, Mallory, merci pour cette discussion instructive, très, très stimulante et, à l'image de la température, un peu déprimante aussi. Désolé au public, on a un peu débordé, mais je pense que c'était pour le bien de toutes et tous. Merci beaucoup à vous 3. Merci. Merci beaucoup.